J'ai été victime d'harcèlement moral. J'ai été menacée moi-même, la mission locale et ma famille par téléphone. Je ne pouvais plus travailler correctement, donc j'ai dû faire une grève de la faim. Et c'est là que l'acharnement de mon directeur a commencé. Ce que je peux dire qui est le plus dur, c'est déjà psychologiquement l'isolement. Je dormais plus, je ne m'alimentais plus, je faisais des cauchemars horribles, je pleurais toute la journée. Vous êtes seul et à ce moment-là, c'est très très difficile. J'arrivais plus à respirer et j'ai été placée directement sous antidépresseurs. Il y a beaucoup de cas où le suicide devient presque une délivrance. Tripalium. Ce mot latin désignait du temps des Romains un instrument de torture formé de 3 poutres en croix, destiné à punir les esclaves rebelles. Certains y voient là l'origine du mot travail. Est-ce à dire que le travail serait une souffrance ? En France, chaque année, c'est près de 600 000 accidents du travail qui sont répertoriés. Parmi eux, 600 accidents mortels et 4 500 handicapés à cause du travail. On peut rajouter à cette liste 700 suicides directement liés à l'environnement professionnel. Avec plus de 29 millions d'actifs en France, la question du travail touche tous les foyers. Et c'est dans ce contexte que l'association Hope a souhaité initier une étude sur la question de la souffrance et du stress au travail. Véritable fléau de société, maladie du XXIe siècle, une série d'entretiens réalisés auprès de professionnels du travail et de salariés tente d'ouvrir une réflexion sur ce grave sujet. Le Centre d'études de l'emploi et du travail a réalisé une expertise parue en décembre 2017 qui met en lumière la dégradation des conditions salariales en France. Aujourd'hui, en France, 23% des salariés estiment devoir effectuer une quantité de travail excessive et 43% de ces mêmes salariés déclarent que leur travail n'est pas reconnu à leur juste valeur. Le stress toucherait 4 salariés sur 10, selon l'INRS. L'OMS, Organisation mondiale de la santé, pointe la France comme le 3e pays à enregistrer le plus grand nombre de dépressions en lien avec le travail. En France, l'inspection du travail est en première ligne pour témoigner de ces dégradations. J'ai visité en 30 ans 9 à 10 000 entreprises, le code du travail à la main. Pratiquement, chaque visite m'apprenait quelque chose. Tout corps plongé dans les entreprises reçoit une poussée égale au volume d'exploitation constaté. Et en 30 ans, j'ai dû enquêter, évidemment c'est ce qui marque le plus tout inspecteur du travail, sur 14 accidents du travail mortels. J'ai vu des gens s'effondrer en larmes dans mon bureau parce que on les placardisait, j'en ai vu d'autres se faire maltraiter. J'ai vu des apprentis dans les restaurants de 16 ans, 10 ans se faire battre. Une assiette cassée, une gifle. Une assiette cassée, une gifle. Je me souviens de cette jeune femme, boîte de 120, 130, la mode, stylée. D'ailleurs, elle a travaillé 60 heures par semaine sans protester. Au début, elle était jeune, dynamique, en forme, elle était contente d'avoir un boulot. Les gens étaient sympas, tous copains, ils restaient le soir. On allait prendre un pot, puis on revenait le lendemain très tôt. Il y avait des salons, on passait les samedis et les dimanches, on comptait pas son temps. Enfin bon. Et pendant 2-3 ans, d'ailleurs, elle vit une vie qu'elle trouve elle-même sans problème, jusqu'à ce que vers 27-28 ans, elle trouve un conjoint plus régulier et qu'elle ait un enfant s'annonce. Alors, elle ne peut plus garder son rythme, alors elle dit je rentre ce soir. Ah bon, tu t'en vas déjà bah oui, je peux pas venir ce week-end au salon. Ah bon, mais tu sais bien qu'on travaille le dimanche chez nous, et puis tu l'as toujours fait, qu'est-ce qui t'arrive?
Ah bon, mais tu vas être enceinte? Ah ouais, mais écoute, là, ça, c'est pas l'esprit maison, hein, on peut pas bosser comme ça. Il commence à l'isoler, et elle a commencé à chercher ses droits. Elle regarde pour la première fois le code du travail, qu'elle a jamais regardé. Elle voit que la journée maxima c'est 10 heures, elle voit que la semaine maxima c'est 48 heures, elle fait 60, elle dit bah non, je peux plus faire ça. Et puis bon, 10 heures c'est beaucoup déjà, et puis si je dois en faire plus, il faut me payer en heures supplémentaires, j'ai besoin de sous, j'y arrive pas. Et là sa vie devient un enfer, simplement parce qu'elle demande ses droits. On commence à l'isoler, elle revient à l'inspection du travail, elle dit regardez qu'est-ce qui se passe. Et l'inspecteur que je suis dit comment vous êtes 120, vous n'avez pas de comité d'entreprise? Ah ben je vais aller voir ça. Et il n'y a pas de syndicat chez vous, il n'y a pas de délégué du personnel, il n'y a rien. Ben non, il n'y a rien, qu'elle dit. Et puis quand j'arrive, j'ai le patron qui me regarde, qui me dit bah non, c'est normal, il n'y a pas de comité d'entreprise, chez nous les gens sont heureux. Je dis c'est pas la question du bonheur, c'est la question de la loi, monsieur. À partir de 50, il doit y en avoir un. Ouais, vous croyez pas que je vais mettre un comité d'entreprise? Mais si, monsieur. Il faut quand même que j'insiste 4 mois avec lettre recommandée et menace pour qu'il le mette quand il annonce les élections. Il les colle sur les portes de chaque bureau en disant ah c'est pour ce connard d'inspecteur du travail. Mais s'il y en a un qui le présente, je le vire. Mais la jeune femme en question, elle se présente. Il lui dit comment tu te présentes? Mais tu vas pas me faire ça, je veux pas de syndicat chez moi. Elle dit oui, mais je me suis syndiqué. Où t'es allé te syndiquer? À la CGT? Oh ma salope, jamais j'accepterai la CGT chez moi. Et sa vie devient véritablement un enfer. Elle va travailler chaque matin avec la peur au ventre, simplement parce qu'elle fait jouer des droits constitutionnels absolument élémentaires, syndicaux, institutions représentatives du personnel, etc. Il va falloir que l'inspecteur du travail la protège, que le médecin du travail la protège, et qu'on essaie peu à peu de faire rentrer dans la tête de l'employeur que on n'est pas dans la sauvagerie, qu'on ne vit pas dans Mad Max, qu'on a une civilisation, et que la civilisation impose de respecter ses salariés, leur durée du travail, leur salaire, leur convention collective. Et l'autre jour, j'étais à table avec beaucoup d'amis, certains que je ne connaissais pas, après une réunion, et il y a une jeune femme qui s'effondre en pleurs. Et tout le monde la regarde, on est un peu gêné, et elle dit c'est rien, je suis infirmière, j'ai failli laisser mourir 2 personnes cet après-midi. Et on était tous interloqués parce qu'on savait bien ce que ça voulait dire. C'est bien sûr que c'était vrai. Et que quand vous avez la vie des gens entre vos mains et que vous êtes infirmière, et que vous n'y arrivez pas parce qu'on ne vous donne pas les moyens, qu'il n'y a pas assez d'effectifs, là le stress il est maximum. Vous savez que vous pouvez faire mourir quelqu'un à cause de ces connards qui là-haut ont décidé de fermer des lits et d'économiser des postes, quoi, hein. Le stress, c'est ça en général. Le stress, c'est la course à la compétitivité qu'on ne peut pas atteindre. Le stress, c'est le chantage à l'emploi. Si tu n'arrives pas à faire ça, je te vire et il y a plein d'autres qui attendent ta place à côté. Le stress, c'est je vais rallonger la durée du travail. Et sans limite. C'est-à-dire que vous allez faire ce qu'il faut et vous n'avez pas à vous plaindre. Alors évidemment, il y a des gens qui s'accommodent après parce qu'ils n'ont pas le choix. Alors, on peut être dans un boulot assez mauvais et tout ça, puis se dire qu'on est content quand même, parce que sinon on crève de faim, donc on est content d'avoir un boulot. Donc les gens parfois s'accommodent avec eux-mêmes et avec leur environnement et finissent par subir sans souffrir trop, quoi. Ils intériorisent. Mais combien de gens sont vraiment contents de leur boulot? La souffrance et le stress au travail ne sont devenus une véritable préoccupation qu'à dater d'un événement dramatique survenu au début du XXe siècle, la catastrophe de Courrières. Remontons le temps. Nous sommes en 1906 dans le Pas-de-Calais. La compagnie des mines de Courrières y exploite le charbon depuis le début de l'ère industrielle. Le 8 mars 1906, les chevaux au fond des mines montrent de l'anxiété. Ils ressentent un danger. Dans une des galeries, un incendie fait rage depuis 3 jours et ne parvient pas à être éteint. Le délégué des mineurs informe sa hiérarchie des risques et lui demande de ne pas y envoyer les mineurs avant que l'incendie ne soit circonscrit. La direction privilégiant la productivité à la sécurité ne tiendra pas compte de cette requête. Le 10 mars, à 6 h du matin, ce sont donc plus de 1800 mineurs et galibots, enfants de 13, 14 ou 15 ans, qui descendent dans la mine à plus de 300 mètres de profondeur. 45 minutes plus tard, une
Une explosion assourdissante est suivie d'un feu destructeur qui parcourt 110 km dans les galeries en moins de 2 minutes, causant la mort par brûlure, étouffement ou éboulement. Seuls les plus chanceux arrivent à sortir vivants. Le plus dramatique fut la gestion de la direction qui, pour ne pas engager de nouvelles dépenses, a décidé au bout de 24 heures seulement de stopper la recherche de survivants. Et pourtant, sous la terre, il y en a encore. La presse écrit qu'on les a enterrés vivants. D'ailleurs, 20 jours plus tard, un groupe de 13 rescapés réussira à remonter par ses propres moyens. Le bilan de cette catastrophe de Courrières est la plus importante de tous les temps en Europe. Au moins 1099 morts, dont un tiers étaient âgés de moins de 18 ans. Les grèves violentes et la crise politique qui s'ensuivirent aboutiront à l'instauration du repos hebdomadaire. Et savez-vous que c'est ça l'origine de la création du ministère du Travail et du Code du Travail. C'est-à-dire que plus jamais un patron puisse dire « je vous fais courir un risque pour mon fric ». Et le droit du travail et le ministère du Travail ont été constitués pour résister aux entreprises. Pas pour leur faire plaisir, pour les gêner, pour pouvoir dire non patron, non je bosse pas dans ces conditions, je m'arrête, j'ai le droit d'alerte, j'ai le droit de retrait, non j'irai pas plus vite, je me protège, non tu m'exploiteras pas davantage. C'est pour le droit de dire non patron, et c'est pour ça que le jour où François Hollande a dit nous allons adapter les droits du travail aux besoins des entreprises. C'était une conférence de presse, ça devait être la mi-septembre 2015. Nous donnerons toute la place nécessaire à la négociation collective et aux accords d'entreprise pour permettre justement qu'il y ait une meilleure adaptation du droit du travail à la réalité des entreprises. J'étais devant mon poste de télé, j'ai dit, mais enfin, là il nous casse 100 ans de combat. 100 ans. Ça fait 100 ans qu'on se bat pour adapter les entreprises aux humains. Et en une seule phrase, le mec il dit non, maintenant on va changer, on change, excusez-moi, on adapte les humains aux entreprises. Bon, ça s'appelle une contre-révolution. Contre-révolution historique, théorique, juridique et pratique. Le travail ne doit pas être une aliénation, une souffrance, une violence. Le travail doit être une activité productive pour permettre de vivre et de revivre. Et il faut que ça permette un partage des richesses. Si on vient dans une société violente avec souffrance, évidemment, c'est le contraire de l'humanité. C'est le contraire de pourquoi on peut se battre quand on est attaché au droit, quand on est attaché à l'Organisation internationale du travail. Le droit du travail, c'est un droit de la femme et de l'homme. C'est la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948. C'est la charte fondamentale des droits humains de l'Europe en 1999. Vous avez l'Organisation internationale du travail pour qu'il y ait les mêmes droits partout. Et maintenant, ici en France, on se croit revenu avec des serfs, quoi. De boutique en boutique, l'horaire peut être différent, le salaire peut être différent, et si vous refusez l'accord d'entreprise, vous êtes viré à votre tort. Je crois même pas, je vois même pas comment tout ceci va pouvoir tenir. Récemment, on a pu observer l'instauration de mesures menant à une régression significative des droits pour les travailleurs. Parmi celles-ci, on note un assouplissement du Code du travail, une facilitation des licenciements, un plafonnement des indemnités prud'homales, l'inversement de la hiérarchie des normes, une refonte du régime de l'assurance chômage, un système de retraite unique et à points. Tout cela s'inscrit dans une dynamique d'ubérisation du monde du travail et de la société en général. Dans nos sociétés occidentales, la dégradation des conditions de travail engendre un mal-être pour tous les salariés. Nous pouvons avoir un aperçu de ce que pourrait devenir le monde du travail à travers un pays où la valeur travail est extrême, le Japon. La société japonaise et la société française, ça n'a absolument rien à voir. C'est deux mondes différents.
deux mondes différents. D'ailleurs, les Japonais nous envient beaucoup, ils envient notre mode de vie, hein. Ça c'est sûr. Mais j'ai l'impression qu'actuellement, on tend un peu à glisser du mauvais côté, hein. D'abord avec Macron, le problème c'est qu'il en veut aux syndicats. Donc, à mon avis, il veut plus ou moins éliminer les syndicats. Donc tant qu'il y aura des syndicats forts en France, on sera protégé. Le jour où il n'y en aura plus, on va tomber dans un système comme au Japon où il n'y a pas de syndicats. Ils sont pratiquement ils ont aucune puissance, ils n'ont pas de force. Le principal syndicat au Japon, c'est le Keidanren, le syndicat patronal. Ça, c'est un syndicat, mais c'est eux qui dirigent le pays en fait. Bon, ils font ce qu'ils veulent. Au Japon, il n'y a pas de grève. Donc à partir du moment où il n'y a pas de grève, il y a un problème. Le droit de grève, je crois que c'est quelque chose de naturel. Quand on n'est pas content, on s'arrête de travailler. Hein, voilà. Donc pour moi, c'est un véritable problème. On accepte au Japon, on accepte. Les Japonais, ils disent toujours, les Japonais disent Shoganai. C'est comme ça, on ne peut pas faire autrement. Ça revient sans arrêt. Shoganai, Shikatanai, ça veut dire c'est la destinée, c'est comme ça. En France, on ne dit pas bon, c'est comme ça, non, c'est comme ça. C'est pas comme ça en France. On discute, on arrête. Voilà. Au Japon, on ne peut pas. Oui, alors déjà, on peut le remarquer assez facilement, étant donné que les Japonais, quand ils ont fini le travail, ils vont se saouler la gueule. Hein. Donc, il faut qu'ils aient un exutoire. Hein. Parce qu'on ne voit pas ça en France, des hommes en costume cravate avec l'ordinateur, vomir à tous les coins de rue comme ça, hein. Donc il y a un problème. Hein. Ensuite, quand on regarde dans le métro, tous les Japonais dorment. Il n'y a pas un voyageur qui dort dans le métro ici. Ils dorment, et ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est qu'ils ne manquent jamais l'arrêt. On dirait qu'ils sont programmés pour descendre à l'arrêt fixe. Donc là, il y a un problème d'excès de travail, ou alors manque de vitamines, un des deux. Mais bon, je pense que c'est le karoshi, c'est-à-dire le burn-out. Le karoshi, c'est la mort constatée sur place, quoi. Il tombe par terre, le cœur s'arrête, ou il a un AVC, et là on dit bon, il a trop travaillé, c'est un karoshi. Mais la personne qui rentre chez elle, et puis 2-3 jours après qui met fin à ses jours, ça fait partie du karoshi, mais ça c'est pas comptabilisé, ça rentre pas dans la ligne de compte. Donc en fait, il fausse les chiffres, il fausse les statistiques concernant le karoshi. Et il y en a de plus en plus parce que bon, la situation au Japon est de plus en plus difficile quand même. La situation économique, elle n'est pas sûre. Le travail des jeunes Japonais, c'est pas un travail fixe comme autant de leur père ou leur grand-père. Quand ils rentraient dans une société, c'était un peu comme des fonctionnaires, c'était pour la vie. Maintenant, ils ont un travail précaire. Un travail précaire, beaucoup de pression et pas de sécurité, quoi. Et puis maintenant, bon, avec les nouvelles technologies, il n'y a plus de relations humaines. Donc les Japonais, ils ont le bracelet du prisonnier avec le portable, avec l'ordinateur, avec si. Avant, bon, ça n'existait pas, ça. Bon, les Japonais, ils se retrouvaient en famille, ils mangeaient en famille, il y avait que la télévision, c'est tout. Maintenant, c'est fini. C'est terminé maintenant. Vous regardez les Japonais dans le métro, ils sortent du travail, ils ont tous le nez sur le portable et l'ordinateur ouvert. Ils travaillent encore dans le métro. Bon, à ce moment-là, il y a un gros problème de société. Le Japonais, il est d'abord marié avec son travail et ensuite avec sa femme. Donc s'il n'est pas heureux dans son travail, il ne sera pas heureux en ménage, ça c'est certain. Hein. Parce que la femme ne va pas l'aider. Il va dire mon mari, c'est son problème. Moi, mon mari me donne ma paye, je gère la maison, l'éducation des enfants, parce qu'il faut savoir qu'au Japon, c'est la femme qui s'occupe de l'éducation des enfants, les achats, qui fait tourner la maison. Les relations conjugales, il n'y en a pratiquement pas. Hein. Les Japonaises, elles disent Kekkon suru mae yasashi, sono ato wa kawarimasu. Ça veut dire, avant de se marier, le mari il est gentil, et puis après il change tout de suite. Parce que le Japonais qui rentre le soir chez lui à 2-3 heures du matin, bon, la seule chose qu'il a envie, c'est de dormir, surtout s'il se réveille à 6 heures du matin, à 6 heures après. Hein. Donc automatiquement, il délaisse sa femme. Et il y a beaucoup de problèmes de couple au Japon, énormément. Et encore une fois, au Japon, on ne divorce pas. C'est pas dans les mœurs. Donc on accepte, et par derrière, on fait des choses
qui ne se savent pas d'ailleurs. Ils vont dans les love hotels, tout ça, ils payent 2-3 heures, ils rentrent chez eux, la femme elle va voir ailleurs. Ou alors elle a carrément mis un trait sur le sexe, quoi. Elle est frustrée. Bon, elle dit bon ben c'est terminé, je m'occupe de mes enfants. Ah oui, bien sûr, il y a un très gros écart. C'est-à-dire une fille qui sort de la même université qu'un homme, qui rentre dans une société, d'abord elle ne fera pas le même travail, elle n'aura pas le même salaire. Il y a beaucoup de Japonaises qui sont cantonnées à faire des photocopies ou servir du thé dans la société. Voilà. Bon, on dit que ça change. Il y a quelques sociétés qui changent, mais le fond ne change pas vraiment. La femme ne parle pas à son mari comme le mari parle à sa femme. L'homme s'adresse à la femme et il va lui dire Omae. Omae, ça veut dire toi qui es devant moi. Omae, mais la femme ne dira jamais Omae à son mari, il dira Anata, il dira vous. Et ça continue. Alors à côté de ça, bon, tout fonctionne au Japon. Celui qui veut prendre le train, il n'y a jamais de retard. Il n'y a jamais d'avance d'ailleurs. Il n'y a jamais ni d'avance ni de retard. Ça arrive pile poil à l'heure. C'est fluide, c'est un pays qui est fluide. Hein. Il n'y a pas de bouchons. Tout se passe bien, on va dans les restaurants, on ne fait pas la queue, hop, tout de suite, on va à l'hôpital, bon, on est pris en charge, tout est bien organisé. Le Japon, c'est un pays d'organisation, c'est des perfectionnistes. La perfection, ça entraîne quelque chose automatiquement. C'est difficile de savoir si un Japonais il est heureux ou pas heureux. Si vous lui demandez, si vous le regardez comme ça, vous avez l'impression qu'ils le sont, mais intérieurement. Je pense qu'ils ont une souffrance intérieure qui est terrible. Et dans ce monde qui paraît idyllique, la condition des femmes est reléguée au second plan. Au Japon. Au ministère, je ne savais jamais quand je pouvais partir. Par exemple, si mon supérieur, mon patron, travaille encore, je ne peux pas partir avant lui. Et je ne suis jamais partie avant 22h, 23h. Je suis déjà restée jusqu'à 5h du matin. Je travaillais en moyenne 50 à 60 heures par semaine. Je n'ai jamais dîné avec mon mari du lundi au vendredi. Et le week-end, si je suis trop fatiguée, je ne peux pas sortir. Je dors jusqu'à midi pour récupérer des forces. À 9h30 et officiellement jusqu'à 18h30. Mais personne n'est jamais parti à 18h30. Parfois, pour se protéger, il faut faire semblant d'être occupé. Si je pars à 18h30, ça veut dire que les autres peuvent me donner plus de travail. Non, pas du tout. Personne ne peut rester concentré toute la journée, ce n'est pas possible. Au Japon, les femmes ont moins de responsabilités par rapport aux hommes. Du coup, il y a moins de stress chez les femmes. De plus en plus de femmes commencent à travailler, mais la plupart préfèrent rester au foyer. Alors, la culture du travail est différente. Par exemple, en France, ce n'est pas un problème de prolonger une réunion, alors qu'au Japon, c'est un petit peu impoli. Au Japon, si une réunion a lieu de 10h à midi, elle va se terminer à midi parce que les autres peuvent avoir une réunion après. En France, mon supérieur hiérarchique ne s'intéresse pas au processus, c'est le résultat qui compte. Au Japon, c'est plus le processus qui importe. Si je ne peux pas atteindre le but, mais que j'ai fait le maximum d'efforts, alors c'est bien estimé. Le Japon est l'une des premières puissances mondiales, avec un PIB de près de 6 000 milliards de dollars et un taux de chômage de seulement 3%. Pour autant, la situation économique ne reflète pas nécessairement les conditions sociales des Japonais. 今問題なのは二極化しています。お金持ちの方と貧乏な方が増えています。真ん中の中間層がありません。それで今の若い人は大変苦労しています。定職、つまりレギュラーな仕事に就くことができません、なかなか。それで今の若い人たちはアルバイトとかそういうことで生計を立てていて。
日本の国内で開発してきたものが、最近インドだったり、中国だったり、タイだったりそういうところでも、IT 系のものが、作れるようになってきたので、日本の会社としては日本の技術者というのはその人たち、その海外の人たちと同じ給料で日本の国内で仕事しなきゃいければ仕事も取ってこれない、こういう状況になってますので、少ない給料で長い時間働いてっていうような、辛い、状況に陥っているっていうふうに、認識しています。今はバス自動のスタッフをしてますけども、私の場合で言うと、主にそのストレス、会社の中、ストレスはパワーハラスメントとか、その会社の職場のコンプライアンスバイオレンシーとか、そういうことでいろいろ煩わせました。そういうこともあって、私メンタル少しダウンしてメね、メランコリーになって、それで精神障害者メンタルディゼーブルドパーソンになりました。月収付きのマンスペイメントがとても低いのです。それで、保険もなく、厚生年金とかそういうものもなく、働く若者が増えております。会社はまた競争に明け暮れて、幹部はお金を儲けておりますが、底辺の人たちは使い捨てされております。で、今は長い間職に就くことができません。それでまたさらに若い人は苦労して、また生活の水準が下がっております。日本人というのは日本のもともとの文化っていうのは神道っていう宗教の文化があります。でも一方で仏教っていうまた別の文化もありますし、で日本の仏教という考え方から言うと、人間っていうのは生まれ変わるっていうふうにされてるんですね。なので人間生まれ変わるので、この世であまり苦しかったらリセットすりゃいいやみたいな考えがやや、日本人の中に見られるわけです。仕事とか、社会の情勢が辛くなってくると、よく言われているように、自殺だったりとかいうふうになる人が、いるわけです。一般的に日本の会社かなりパワーハラスメントとかブラック企業っていうソーコールドブラックエンタープライズと、そういうのもブラックエンタープライズ、ブラック企業というのはその従業員たちスタッフたちに正規の正しいその給料を払わないとか、過剰に例えば一日中一晩中でも働かせてるとか、休み取らせないとか。最近日本は就職率少し改善してきたというんだけれども、それは主には非正規雇用、イレギュラーワークが年金は払えず、また生活の保障である年金ももらえず、またいろいろな医療費もかさみ、本当に生活保護を受ける人がおります。ソーシャルウェルフェアを受ける方もいます。しかしそれをもらえない方は本当に路上に行くしか手がなくなることがあります。そしてそのいわゆる一部の人間がお金を持ち、その下で働く者が奴隷のようになっております。有名な話だけど、一昨年の12月くらいに電通、日本の有名なリーディングカンパニーですが、アドバイティスカンパニー電通というところの高橋まつりさんという若い女性のヤングウーメン、スタッフがスーサイドしました。彼女はすごい過労、オーバーワーキング、very hard overworking every day で毎日働かされすぎて、and addition、パワーハラスメント、あなたは女性としてダメだとか、あなたは無能だとか、あなたはnot excellent とか、あなたはなんかそういうセクシャルティージングみたいなこととか、あなたは能力ないと、あなたは給料泥棒、サラリーセーブだとか。
それはいろいろな会社が複合企業になり、お金を取ること、利益ばっかりを追求しております。いずれは崩壊へと行くような感じがいたします。Ancré dans la culture nippone, le travail occupe une place centrale dans la vie des Japonais. Néanmoins, depuis quelques années, l'image lisse et exemplaire des travailleurs japonais s'effrite peu à peu pour laisser place à la dure réalité. Si la réussite à tout prix et le dévouement sont les valeurs des entreprises et des salariés au Japon, en 2016, près d'un quart des Japonais travaillaient plus de 50 heures par semaine. Ils sont aussi nombreux à ne plus voir leur famille et à se consacrer entièrement à leur travail. Ah, évidemment, c'est pas M. Macron qui s'en rend compte, lui, il sait pas ce que c'est que de travailler dans un chantier en 3-8, dans un travail posté, il n'en a aucune idée. Mais les gens perdent leur vie souvent au travail. Si c'est pas par un accident, c'est par des maladies professionnelles, ils s'usent. Vous avez 7 ans d'écart d'espérance de vie entre un ouvrier et un cadre. Eh bien, il y a des raisons, c'est parce que le travail est trop long, pas assez adapté, pas assez protégé, et que les critères qui font florès en ce moment de, comment on dit, rentabilité, compétitivité, flexibilité, productivité, ne sont pas des critères humains. Et le Code du travail sert à protéger les humains justement des exigences des entreprises. Et l'idée même de le casser, de le couper en 1000 morceaux ou en 10 000 codes différents est une idée très mauvaise, parce que les humains qui sont femmes et hommes dans les entreprises ont besoin de règles communes. Leur biologie est la même, leur volonté de vivre est la même. Et en gros, quand on dit qu'on se bat par exemple pour les 3-8, 8 heures de travail, 8 heures de loisirs et 8 heures de sommeil, on dit quelque chose d'incontournable. Et pourtant c'est ce qui était presque acquis il y a un siècle, et c'est ce qui est cassé aujourd'hui de façon violente et brutale dans les ordonnances Macron, après celle des lois El Khomri. On dit parfois le patron il vous donne du travail, c'est faux. Aucun patron ne donne rien. C'est le salarié qui vend sa force de travail et le patron qui fait un profit dessus. Bon, le salarié vend sa force de travail, le patron l'achète. Et d'ailleurs, s'il y a un code du travail, c'est pour que ça se passe bien. C'est-à-dire pour qu'elle soit vendue correctement, cette force de travail, qu'elle soit achetée dans des conditions dignes. C'est ça la civilisation, et c'est ça le droit du travail. On dit que le code du travail est trop gros, c'est ça? C'est ça le code du travail. Voilà. 675 pages, 3990 pages. La loi El Khomri et les ordonnances Macron, ils vont rajouter 200 pages. Donc en vérité, tout ça, c'est de l'escroquerie sur la grosseur du code. Alors moi, je me balade souvent avec mon petit code sur les lois. Il n'y a que les lois, c'est ça la vérité. Et pour le reste, c'est de la mise en scène. Le jour où Pujadas dit « le code fait 1,4 kg ». Alléger ceci, notre fameux code du travail si lourd avec ses près d'1,5 kg. En ouverture de journal télévisé, on a fait ça, hein, devant 6 millions de personnes. Alors les gens se disent, mais alors s'il fait 1,4 kg, c'est pas pour moi. Je le lirai jamais, c'est trop compliqué. Mais c'est vrai, il faut le simplifier. Et on n'a qu'à le raccourcir. C'est déjà fait. En France, c'est le code du travail, c'est le code le moins enseigné, le plus dénigré, le plus fraudé. Pourtant, c'est le plus intime, le plus essentiel, le plus vital. Et il est fait de sueur et de sang, de lutte et de larmes. Il exprime les rapports de force sociaux. Tout le monde a besoin d'un code du travail un jour, même si c'est pour aller chercher l'article qui le concerne. Le salariat se défendra. Pour l'instant, il est un peu, c'est vrai, à l'heure où nous parlons, un peu choqué, un peu agressé. C'est violent, les ordonnances Macron. Mais l'économie ne peut pas fonctionner avec des précaires, des flexibles et des vélocipèdes.
L'économie, pour bien fonctionner, elle a besoin de salariés bien formés, bien traités et bien payés. C'est ceux-là qui sont productifs, c'est ceux-là qui sont compétitifs. Quand il y a plus d'égalité, il y a plus de partage et l'économie fonctionne mieux. Je pense que les institutions sont très importantes. Les syndicats sont très importants. Après, c'est les individus. Je pense que le syndicat, c'est comme une voiture. Après, les individus qui la représentent, ce sont les conducteurs. Demain, c'est pas parce que quelqu'un conduit mal une Renault que la Renault n'est pas de qualité. Je pense que simplement, il faut individualiser les problématiques qu'on rencontre avec les syndicats et de ne pas diaboliser l'institution syndicale qui est extrêmement importante. Moi, ce que je conseille vraiment, c'est se rapprocher du syndicat, mais pour de la formation. Apprendre comment est constituée la fiche de paye, apprendre exactement quelles sont les lois qui protègent en cas de violence. Parce que la première chose, déjà, c'est savoir se protéger. Avant l'émancipation, l'épanouissement, qu'est-ce que le harcèlement moral, qu'est-ce que la discrimination, qu'est-ce que le racisme? Ces trois thèmes-là, HDR, harcèlement, discrimination, racisme, on doit connaître les textes de loi qui nous préservent aussi bien dans le code pénal que dans le code du travail. Donc savoir comment réagir quand on sent, parce que le harcèlement moral, c'est tout ce qui est dégradation des conditions physiques, mentales et de l'évolution professionnelle. Donc je pense que se rapprocher des syndicats pour avoir une formation juridique à un minima, sans devenir avocat, est très important pour bien vivre dans le milieu du travail. Sans connaissance, on dit que ignorance rime avec souffrance, connaissance avec délivrance. La seule délivrance, elle est vraiment dans la connaissance. Je pense qu'aujourd'hui, les gens plongés dans un grand individualisme ont peur ou en fait n'ont pas de garantie de réussite avec la solidarité. Parce que je vous donne un autre exemple, les lois ont évolué, quand vous faites grève, vous n'êtes pas payé. Donc quand vous n'êtes pas payé et que de l'autre côté, même si vos revendications aboutissent, on ne vous rembourse pas les jours de grève, oui, effectivement, les gens ils se disent non, j'ai un salaire, j'ai besoin de le maintenir, j'ai des besoins, j'ai des enfants. Donc à un moment donné, la morale est devenue inférieure à la finance en fait. Quand vous avez des personnes pour avoir une promotion, même de 50 € sont prêts à dézinguer un peu des collègues, je trouve ça difficile. Je pense que la finance est arrivée après la morale était avant la finance, il faut revenir à la morale. C'est la morale qui constitue une société. Et je pense que la solidarité est une valeur morale qu'on ne doit jamais négliger ou troquer avec des finances. La Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 établit dans son préambule que l'ignorance, l'oubli ou le mépris des droits de l'homme sont les seules causes des malheurs publics et de la corruption des gouvernements. Le monde du travail actuel en est une parfaite illustration. L'ignorance du code du travail par les salariés, l'oubli des acquis sociaux et leur régression voire leur suppression, le mépris des droits des salariés par le non-respect des lois. Si l'on n'y prend pas garde, notre société pourrait se diriger tout droit vers un monde professionnel à la japonaise, où la course au profit est reine, où l'éthique et la morale sont dominées par les objectifs financiers, où les droits élémentaires sont peu à peu bradés au profit des gens de pouvoir. Cela ne serait que cause de malheur pour les autres. Pourtant, des remparts existent. Le droit de grève, la lutte syndicale, l'application stricte du Code du travail et de la loi sont les meilleurs outils pour faire face aux injustices dans le monde professionnel. Ce Code du travail, de nos jours remis en question, est l'expression historique des rapports de force établis entre les travailleurs et les patrons. Les droits présents dans le Code du travail devraient former la pierre angulaire nécessaire à l'épanouissement de chacun dans l'environnement professionnel, pour que la souffrance au travail ne devienne pas la norme.